Ok, donc on continue sur ces capsules pour le cours STD 5100. Donc on va attaquer la partie sur les tests. Euh, donc la première série de slides, c'est vraiment des rappels. Donc pour moi, là je renvoie au cours de STT 1000. Donc encore une fois, si jamais les choses vous paraissent un peu compliquées ou ça vous dit rien, replongez-vous dans le cours parce que je vais me contenter de rappeler les grands principes. Ok. Mais voilà, si jamais c'est pas clair, replongez-vous dans un cours que vous auriez eu sur les tests auparavant, parce qu'on en aura largement besoin de ces histoires de tests. Donc voilà, je vais juste encore une fois faire des rappels et insister un peu sur la manière dont on lit les tests, euh, mais de manière un peu rapide. Ok, donc c'est plutôt sur l'aspect test et test paramétrique pour commencer. Donc l'idée des tests dans les modèles paramétriques, c'est que j'ai une famille de lois, okay, et je me pose une question sur le paramètre. Je me pose une question, alors la question sera toujours binaire, c'est est-ce que le paramètre, il est dans un certain ensemble ou est-ce qu'il n'est pas dans cet ensemble. Donc je vais me donner un ensemble, un θ0, donc qui est un sous-ensemble des valeurs possibles, okay, plus ou moins grand. Donc un exemple très classique, c'est les tests ponctuels, où je me demanderai est-ce que c'est possible que le paramètre θ vale très exactement petit θ0. Okay. Exemple classique sur les lancers de pièces, est-ce que c'est possible que la probabilité sous-jacente de lancer soit égale à 1,5? Et j'ai envie de trancher. Donc l'idée des tests, c'est associé à des problèmes de décision. Okay. Je me pose une question binaire et je vais avoir une réponse binaire, c'est-à-dire oui ou non. Okay. Est-ce que la pièce est truquée ou pas? Donc il y a deux hypothèses, elle est truquée, elle n'est pas truquée, et j'ai une décision qui va être je pense qu'elle est truquée, je pense qu'elle n'est pas truquée. Okay. Donc de manière générale, ça peut être autre chose, hein, ça peut être des élections, vous avez deux candidats qui s'affrontent, le candidat A, il y a une probabilité P de voter pour lui, ce que vous voulez savoir c'est s'il va gagner, donc le test que vous voulez faire c'est est-ce que P est strictement plus grand qu'un demi, ou est-ce que P est strictement plus petit qu'un demi. D'accord. Donc vous aurez toujours l'ensemble θ0 qui est l'ensemble de votre hypothèse H0 et le complémentaire qui est que θ n'appartient pas à θ0. Okay. Donc ça sera la version simple. Alors, il y aura quand même une petite subtilité. Dans le premier exemple que je vous parlais sur l'histoire des lentilles de pièces, on est dans le premier cas. On est dans le premier cas dans le sens où quand on a un test ponctuel, le complémentaire, c'est que ça n'est pas égal à un θ0. Donc si jamais j'essaie de représenter ça sur un petit dessin, là j'ai les valeurs possibles pour les valeurs θ. Okay. Là, ce qui va m'intéresser très précisément, c'est la valeur ici. Donc j'ai mon θ0. Donc soit je suis ici, soit je ne suis pas ici, mais dans ces cas-là, je peux être soit à gauche, soit à droite. D'accord. Donc, si jamais vous regardez la manière dont ça se traduit, ça veut dire que bilatéral, ça veut dire que quand je rejette mon hypothèse H0, soit je suis à gauche, soit je suis à droite. Je peux être des deux côtés. D'accord. Donc ça, c'est la notion de test bilatéral. C'est malheureusement, ça rend les choses un peu plus compliquées parce qu'on peut être des deux côtés et ça nous intéresse tout autant. Okay, pour rejeter en tout cas. La seule chose, c'est que ça compliquera les choses parce que souvent, on va regarder à une distance à une certaine grandeur pour essayer de formaliser ça. Et donc, on aura des choses qui sont un peu plus compliquées. Repenser aux intervalles de confiance, c'est exactement ce qu'on fait quand on veut faire des intervalles de confiance sur une certaine valeur. On va s'intéresser à ce qui est au centre et on va exclure les valeurs des deux côtés, à droite et à gauche. D'accord. Autre test qui peut arriver, c'est les tests, ce qu'on appelle unilatéral, à gauche ou à droite. Okay. Et là, si jamais je voulais faire un petit dessin, ça serait exactement la même chose. Hein. Je reviens sur ma petite écriture. Ici, j'ai les valeurs possibles pour θ. J'ai deux aspects qui vont particulièrement m'intéresser. Soit je suis plus grand, par exemple, qu'une certaine valeur. Donc ça, c'est le test à droite. Okay. Soit je suis plus grand, pardon, le droite ou gauche est sur l'hypothèse θ1. Donc là, je rejette quand je suis à droite, donc c'est unilatéral à droite. Mais bon, peu importe, on s'en fout. C'est vraiment un point de détail sur la terminologie. Ce qu'il faut juste comprendre essentiellement, c'est soit je suis bilatéral, soit je suis unilatéral. Ça va avoir une importance essentiellement sur les régions de rejet ou les régions d'acceptation. Je vous le ferai tout à l'heure dans différents exemples. On fera la plupart du temps des tests bilatérales. Okay.
Mais souvenez-vous juste qu'il existe des tests unilatérales et dans ces cas-là, ça se lit de manière un tout petit peu différente. Alors, quand je dis qu'on n'en fera pas autant, on en fera un petit peu quand même, ce sera essentiellement des tests sur les variances. Donc, soit la variance est trop grande, et dans ces cas-là, on se demande est-ce que la variance dépasse un certain seuil, soit elle ne la dépasse pas. Okay, donc, sur les tests de moyenne, on est plutôt sur les tests bilatérales. Les tests de variance, on sera plutôt sur les tests unilatéraux. OK. Donc, les tests, au niveau de la formalisation, ça va être ça. C'est bilatéraux, unilatéraux. Maintenant, sur ce qu'on va en faire en pratique, je vous ai dit, c'est des tests binaires. Donc, derrière se cache la théorie de la décision. Okay, et je vais prendre des décisions, mais ça veut dire que je vais pouvoir faire des erreurs. Donc, un test, pensez à un test, là, je parle de test statistique, mais pensez à un test médical ou un test, genre un test de grossesse. Okay, un test de grossesse, il y a la réalité, qui est la personne est enceinte, la personne n'est pas enceinte. Okay, et vous allez prendre une décision, c'est de dire à la personne, elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Prenez un test du Covid, soit la personne est malade, soit la personne n'est pas malade, le test vous dit, vous êtes contaminé, vous n'êtes pas contaminé. Okay, donc c'est vraiment de ça dont on parle ici. Okay, il y a la vérité. Donc la vérité, elle apparaît ici. Alors, je vais remettre là. Ce qu'on appelle l'état de la nature. Donc il y a deux solutions. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc soit l'hypothèse H0 est vraie, c'est-à-dire oui, la personne est vraiment enceinte, soit l'hypothèse est que non, elle n'est pas enceinte. Okay, donc un test pour savoir si quelqu'un est enceinte, on va faire une hypothèse qui est soit elle est enceinte, soit elle n'est pas enceinte. Vous choisissez votre hypothèse H0 et vous allez la tester. Okay, là, il y a deux solutions. Soit vous acceptez le fait qu'elle est enceinte, donc le test vous dit oui, la personne est enceinte, soit le test vous dit non, la personne n'est pas enceinte. Et là, bah, ça va se compliquer un tout petit peu parce qu'il y a, alors j'allais dire deux solutions possibles. On va commencer par dire qu'il y en a deux, effectivement. Donc les deux solutions possibles, c'est soit vous vous trompez, soit vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas quand vous dites à la personne qu'elle est enceinte alors qu'elle est effectivement enceinte. Vous ne vous trompez pas quand la personne n'est pas enceinte et que vous lui dites qu'elle n'est pas enceinte. Je les mets dans le même panier, mais on imagine que ce n'est pas vraiment la même chose. Mais grosso modo, je ne me trompe pas et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, et je le redirai probablement au moins 2000 fois pendant tout le cours, les erreurs, c'est quelque chose de très important. Les erreurs, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer le modèle. Donc, comprendre pourquoi on fait des erreurs, c'est important. Ici, on a deux types d'erreurs. On a un premier type d'erreur, c'est tout simplement de dire, alors supposons qu'H0, ce soit le fait que la personne soit enceinte, c'est de dire à la personne qu'elle n'est pas enceinte alors qu'en fait elle l'est. Ou dans le problème du Covid, c'est de dire à une personne qu'il est sain alors qu'il est malade. Donc ça, on le voit, c'est pas génial. D'accord, dans des problèmes sanitaires, ça veut dire qu'on aimerait bien que cette erreur soit pas trop grande. Et je préférais éviter de laisser des gens prendre le métro alors qu'ils sont contaminés. Okay, l'autre type d'erreur, c'est un peu le contraire, c'est l'erreur de type 2, alors qui peut paraître peut-être un peu secondaire, j'ai l'impression, on a envie de dire second ordre, c'est un peu secondaire, c'est de dire au contraire que la personne est malade alors qu'en fait elle ne l'est pas. Okay, donc là, c'est juste dire à quelqu'un qu'il faut qu'il reste chez lui alors qu'en fait il est sain. Donc ça, c'est ce qu'on appellera aussi la notion de faux positif, okay, où on va lui dire de se confiner, de faire comme s'il était malade, alors qu'en fait, il n'est pas malade du tout. Okay, donc ces deux erreurs, elles n'ont pas le même coût, d'accord, et on va les traiter effectivement de manière différente. D'accord, donc, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est les probabilités de commettre ces erreurs. On sait qu'on va en commettre, on veut juste minimiser le nombre de fois où ça arrive. Ce qui, techniquement, veut juste dire minimiser une fréquence de commettre des erreurs, c'est, d'un point de vue formel, minimiser la probabilité de commettre une erreur. Donc, l'erreur de type 1, c'est la probabilité de rejeter H0 alors qu'elle était vraie, c'est ce qu'on va appeler alpha. C'est la d'erreur de première espèce. L'autre type d'erreur, ça va être le bêta, c'est la probabilité d'erreur de seconde espèce. Dans un monde idéal, je veux que les deux soient tout petites. On reverra, et en particulier quand je vous ferai des problèmes de classification. Donc, dans les problèmes de classification, par exemple, on aura des gens où j'ai envie de dire, ils vont mourir, ils ne vont pas mourir. Donc, on reverra exactement ce même type de tableau, où il y aura la vérité. J'ai observé qu'il était mort. Donc, Y valait 0. Okay, et à ce que m'a dit mon modèle. Mon modèle, il m'a dit, moi, je pense qu'il va mourir. Okay, dans ces cas-là, je ne me trompe pas. Par contre, il y a des cas où il va nous dire, moi, je pense qu'il va être vivant, et là, on va se tromper. Okay, donc, on reverra ces discussions là-dessus. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de minimiser les deux. On voudrait minimiser les deux, sauf que j'ai forcément un trade-off. Je ne peux pas avoir les deux étant nuls en même temps. Okay, je peux vous en mettre une à 0. C'est très facile. Bon, par exemple, si je veux que la première erreur soit nulle, c'est très facile.
comment je fais pour jamais me tromper en commettant d'erreurs de ce type-là? Donc, si jamais je veux aucune erreur de ce type-là, bah, c'est facile. J'ai qu'à jamais dire que j'ai qu'à jamais rejeter H0. Okay, donc, dès qu'une personne arrive, peu importe ce qui se passe, je dis vous êtes enceinte. Si jamais je dis à tout le monde qu'elle est enceinte, il n'y a pas de souci, je ne me tromperai jamais. Okay, je ne commettrai aucune erreur en disant que la personne n'est pas enceinte. Okay, au contraire, je peux rendre mon bêta égal à 0. Je dis au contraire que personne n'est enceinte. Dans ces cas-là, je ne vais pas me tromper. Quelqu'un qui n'est pas enceinte, je ne lui aurais jamais dit qu'il est enceinte parce que je dis à personne qu'il est enceinte. Okay, donc, après, on peut extrapoler un petit peu, repenser à tout ce qui s'était passé ces dernières années sur la lutte contre le terrorisme et la reconnaissance faciale dans les aéroports, okay, où on essayait de prendre une photo de quelqu'un et on disait vous êtes un terroriste, vous n'êtes pas un terroriste. Okay, si jamais vous voulez être certain de commettre aucune erreur en laissant rentrer personne, vous bloquez vos frontières. D'accord, et vous dites à personne vous n'êtes pas un terroriste. Tout le monde est un terroriste et comme ça, on n'en parle plus. D'accord, donc on voit que c'est des solutions extrêmes qui ne nous intéressent pas. On va avoir en fait un trade-off entre les deux, c'est-à-dire que si jamais je privilégie une erreur pour qu'elle soit basse, dans ces cas-là, je vais le payer sur l'autre. Donc ça, on le verra de manière très très claire quand on fera des modèles de classification. Okay, mais c'est un problème un peu plus général. Donc en fait, on voudrait minimiser les deux, okay, mais ça ne va pas être possible. Alors, la manière dont on va procéder en stats, c'est assez simple. Assez souvent, on va en fixer une. Donc, ce sera le alpha qui va être probablement le plus intéressant, okay, qui est celle de type 1, donc c'est potentiellement, on va dire, la plus importante. On va la prendre comme étant fixée et comme étant la plus petite possible. Donc celle-là, je vais la fixer comme étant égale à 5%. Par construction, j'accepte 5% d'erreur. Okay, donc j'accepte de me tromper une fois sur 5 sur cette erreur de première espèce. Okay, donc, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que pour les personnes qui sont vraiment enceintes, une fois sur 5, je me tromperai. Donc dans 19 cas sur 20, je leur dirai effectivement je ne me tromperai pas. Donc je leur dirai qu'elles sont enceintes et je ne me tromperai pas. Par contre, effectivement, je pourrais leur dire qu'elles ne sont pas enceintes et je me tromperai une fois sur 20. Okay, à vous de voir si jamais c'est acceptable ou pas. On aura une petite discussion à la toute fin sur ce 5%. Le 5% est devenu quelque chose d'assez important en stats. Okay, mais c'est des grands sujets de débat. Il y a eu beaucoup de papiers dernièrement sur ce sujet et j'en parlerai dans le dernier slide. Voilà, donc je vais fixer ma premier type d'erreur, alpha à 5%. Et dans ces cas-là, ce que je vais vouloir faire, c'est minimiser le second. Donc classiquement, on va se donner des seuils, on va se donner ce qu'on appelle le seuil de significativité. Donc je vais fixer mon alpha et ce que je vais essayer de trouver, c'est le test qui va me donner à ce niveau alpha donné le bêta le plus faible possible. Alors il y a une grandeur que je n'ai peut-être pas évoquée dans mes slides. En fait, ce bêta, on va lui donner parfois un autre nom, c'est que ce sera 1 moins la puissance. Donc ce qu'on appelle la puissance, c'est tout simplement 1 moins bêta. Okay, donc on va vouloir les tests les plus puissants possibles, c'est-à-dire ceux qui me donnent le moins d'erreurs de type 2. Okay, donc on va essayer de jouer un petit peu autour de ça tout au long de ce qu'on fait. Mais là encore, je vous renvoie essentiellement à votre cours de stats. Voilà. Donc ici, je vous montre des petits exemples. Donc les erreurs, par exemple, ici, je suis sur des tests sur la taille des élèves. Voilà. Donc j'avais des tailles d'élèves, donc qui sont des tailles des hommes et la taille des femmes. Ce que je me demande tout simplement, c'est est-ce que la taille des hommes, c'est la taille des femmes plus 10 cm. Voilà, c'est le test que j'essaye de faire. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'on est. Donc si jamais j'ai la distribution de ma statistique de test, on va se demander la probabilité de dépasser. Donc la probabilité de dépasser, ça va être mon niveau alpha. Donc c'est bien la probabilité de prendre la décision de rejeter mon hypothèse parce que essentiellement la taille des garçons est trop grande. Okay, donc en l'occurrence ici je l'ai écrit sous forme unilatérale. Pardon. L'erreur alpha elle est indiquée ici, l'erreur bêta elle est au contraire sur l'hypothèse H0, donc c'est je suis en dessous d'un seuil, sachant que H1 était vrai. Et ce qu'on voit, c'est que quand je change mon seuil, dans ces cas-là, je vais pouvoir augmenter mon alpha, ce qui va me faire diminuer mon bêta. Okay, donc quand mes deux distributions sous l'hypothèse H1, sous l'hypothèse H0 sont données, se donner une des erreurs va avoir un impact sur l'autre. Donc généralement, un va impliquer l'autre. Okay, et donc si jamais j'essaie de baisser mon erreur alpha, ça va forcément se faire au détriment de l'erreur bêta. Donc c'est pour ça que je vous dis que le 5%, le baisser, ça peut être un petit peu gênant. Okay, c'est que dans ces cas-là, on risque de commettre beaucoup d'erreurs de type 2.
Voilà. Donc, il faut juste trouver un trade-off et il s'avère que 5% est probablement une valeur acceptable. Je vais m'arrêter là, je pense, sur la discussion un peu théorique sur les tests. On va faire des petits exemples très simples. Okay. Exemple très simple sur les proportions, ce qui correspond aussi à une moyenne. Donc une proportion, je vous rappelle que c'est une moyenne. C'est ce que je raconte par cette petite formule. La probabilité, c'est l'espérance dans le cas du lot de Bernoulli. Donc c'est bien un test de moyenne. Okay. J'ai un échantillon avec 11 observations, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. J'ai 11 observations et 6 fois, je suis tombé sur 1. Donc la moyenne, c'est mon θ chapeau, c'est très exactement 6 sur 11, okay, ce qui vaut 54%. Donc je suis tombé sur 54% et je vais me poser une question toute simple qui est est-ce que la valeur sous-jacente peut être égale à une certaine valeur? Alors comme l'exemple classique sur les pile ou face, c'est est-ce que la valeur pouvait être un demi? Okay. Est-ce que c'est possible d'obtenir ce tirage-là? En l'occurrence, je ne vais pas me poser la question de savoir si ce tirage-là est possible, mais est-ce que c'est possible d'avoir 54% de 1 en faisant 11 lancers? Donc, c'est la question que je vais me poser. Donc, je vais me définir mon P-chapeau. Okay, donc, mon P-chapeau, c'est la moyenne empirique. La vraie valeur que j'essaie de tester, la valeur que j'essaie de tester, c'est mon θ étoile. Okay, et je vais me donner un niveau d'acceptation d'alpha. Donc, ce qui va nous permettre de construire un intervalle de confiance. Il y a un lien très fort entre les intervalles de confiance et les tests. Okay, c'est que quand on va être dans l'intervalle de confiance, on va dire qu'on va accepter notre hypothèse H0, alors que quand on est en dehors, au contraire, on va la rejeter. Okay. Donc l'intervalle de confiance sous une hypothèse de normalité, mais c'est une hypothèse approchée. Okay. Je vais construire donc mon intervalle de confiance en disant que je prends la valeur estimée plus ou moins 1,96. Okay. Donc encore une fois, je prends mes valeurs gaussiennes parce que je fais une approximation gaussienne multiplié par l'écart type divisé par la racine carrée de n. Donc l'écart type, quand je suis sur quelque chose de gaussien, je peux l'approcher par la racine carrée de θ chapeau 1 moins θ chapeau. Okay, donc c'est ce que je fais ici. Donc ça me donne un intervalle de confiance de la forme 0,25, 0,83, 7. Donc là, je vais avoir tendance à avoir envie d'accepter si jamais la valeur que je cherche à tester, θ étoile, est dans cet intervalle-là. Donc c'est ça qu'on va essayer, qu'on pourrait avoir envie de faire. Alors formellement, comment ça se passe? Ça passe par ce qu'on appelle un Z-test. Okay, donc qui revient en fait à bricoler sur la formule d'avant un petit peu pour essayer de se poser la question de est-ce que je suis dans le bon intervalle. Donc c'est lié à un point que j'avais rapidement évoqué quand je vous ai présenté un peu le bootstrap, qui est lié à ces histoires de normalisation. J'ai envie de construire une statistique qui a une loi qui ne dépend pas de mon paramètre. Okay, et ça, il s'avère que sous H0, ben effectivement, ça ne dépendra pas de la valeur de votre paramètre, tout simplement parce que j'ai centré, j'ai réduit. Okay, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur que j'ai estimée, moins la moyenne que je devrais avoir sous l'hypothèse H0. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis tout simplement en train de regarder θ chapeau moins θ, divisé par la racine carrée de θ moins θ, multiplié par racine carrée de n, sous H0. Donc sous H0, ça veut dire que je prends θ égale θ0, θ étoile, pardon. Donc je remplace par un demi, tout simplement. Okay, et je calcule cette statistique-là. Ce qu'on dira, c'est que je vais accepter mon hypothèse H0 si mon Z est dans l'intervalle moins 1,96, 1,96. Ou de manière générale, phi moins 1 alpha, de alpha sur 2, ou phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2. Okay, donc, c'est très exactement ce qui est indiqué dans le graphe en haut à droite, okay, où je vous construis les deux niveaux d'acceptation. La première à gauche va se trouver ici. Le terme de droite va se retrouver à droite. Okay. Si jamais je suis en dehors de cet intervalle-là, donc dans ces cas-là, je suis dans la partie en rouge qui se trouve là ou dans cette partie-là, dans ces cas-là, je rejette H0. Okay. Si jamais je suis au centre, dans ces cas-là, je vais l'accepter. Il s'avère que pour ma statistique de test, vous pouvez la calculer. Z, je prends la racine carrée de n, P chapeau moins P étoile, divisé par la racine carrée de P étoile 1 moins P étoile, ça me donne très exactement 0,30. Le 0,30, c'est la valeur qui est indiquée ici. Okay, donc je suis dans la région bleue, donc je vais accepter mon hypothèse H0. Donc tout simplement, je regarde est-ce que ma valeur, en valeur absolue, Z dépasse la borne supérieure. Okay, comme je ne dépasse pas cette borne-là, donc en fait je me demande est-ce que la valeur absolue dépasse cette valeur-là. Dans ces cas-là, comme je ne dépasse pas, je vais accepter mon hypothèse H0. Effectivement, on dira je ne rejette pas H0. Si on veut le dire de manière un peu rapide, on peut accepter l'hypothèse que la pièce n'était pas truquée. Okay, donc c'est possible statistiquement d'obtenir
les tirages qu'on a obtenus avec une pièce non truquée sur 11 de. Ça, c'est l'approche par région d'acceptation, région de rejet. Je peux le faire de manière un tout petit peu différente, c'est que je reprends ma statistique de test. Okay. Si jamais mon hypothèse H0 était vraie, alors je serais à peu près gaussien. Okay. Sur 11 observations, c'est une hypothèse qui est très forte, mais peu importe. Il va bien falloir que j'en fasse une parce qu'encore une fois, je n'ai pas vraiment la loi. C'est là où on voit apparaître l'idée que peut-être du bootstrap pourrait marcher. Peut-être que j'ai besoin d'aller chercher plus loin sur mes lois, mais quand on fera des modèles linéaires, on sera toujours sous des hypothèses où on peut utiliser des modèles gaussiens. Donc on va faire comme si on pouvait accepter que c'était gaussien. Dans ces cas-là, je peux montrer que si jamais H0 était vrai, cette chose-là devrait suivre une loi normale N01. Dans ces cas-là, et c'est en fait ce qui est représenté sur mon graphe ici. Quand je vous ai dit, je prends mon 1,96 à 96, je suppose que je suis gaussien. Je vais définir une grandeur qui m'intéresse, qui est cette valeur-là. La probabilité que la valeur absolue de Z dépasse, donc Z en tant que loi normale, probabilité qu'une valeur absolue de loi normale dépasse la valeur absolue de la statistique de test que je viens de calculer. Okay. Si jamais je suis plus petit que alpha, alors dans ces cas-là, je vais rejeter mon hypothèse H0. Okay. Si P dépasse alpha, alors dans ces cas-là, je vais accepter mon hypothèse H0. Ce que ça veut dire, c'est le petit dessin que j'ai ici. J'étais tombé sur la valeur empirique qui était ici. Valeur absolue de Z est là, moins valeur absolue de Z était ici. Okay. Ce que je suis en train de me demander, tout simplement, c'est quoi la probabilité pour qu'une loi normale dépasse en valeur absolue ces valeurs-là. C'est très exactement l'air qui se trouve en jaune. Je calcule tout simplement l'air qui est là. Si jamais l'air est plus petite que alpha, en fait, si l'air est égal à alpha, je suis très exactement dans le cas qui se trouve ici. Okay. Donc, si jamais l'air tombe là, ça veut dire que en fait, le point sur lequel je suis tombé, il était très exactement soit là, soit là. Okay. Dans ces cas-là, je suis précisément dans la situation où je suis indéterminé, mais si jamais mon air est plus grande, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que j'étais bien dans ma région d'acceptation. Donc, si ma p-value est plus grande que 5%, et c'est le cas ici, j'ai une p-value à 76%, dans ces cas-là, je suis plutôt dans la situation où je suis dans la région d'acceptation. Donc ici, je vais accepter H0. Comme on dit dans la plupart des livres, on ne dit pas qu'on accepte H0, on dit qu'on ne rejette pas l'hypothèse H0. Okay. Donc une double négation, on va dire que c'est quelque chose de positif. Okay. Donc c'est comme ça qu'on va essentiellement faire des tests, et j'insiste parce qu'en fait, cette p-value sera au cœur de tout ce qu'on fera. Quand on fera des tests, on regardera essentiellement les p-values associés pour pouvoir faire pour pouvoir conclure sur nos tests. Ok. Alors, petite discussion. En fait, j'ai utilisé ici quelque chose d'un peu particulier. C'est la différence entre le Z-test et le T-test. Je reviens en arrière, je suis désolé. Mon Z-test était basé sur le fait qu'en fait, je connaissais ma variance. Et effectivement, sur l'hypothèse S0, je connaissais ma variance. Dans la vraie vie, et ce sera le cas dans les modèles de régression, on ne connaît pas la variance. Donc la subtilité avec le T-test, c'est de dire, en fait, ma variance, je vais la remplacer par un estimateur. Okay. Et on peut le voir, ça ne change pas grand-chose. Okay. Ma statistique de test, auparavant, elle valait, je suis désolé, je vais revenir 2 fois en arrière, elle valait 0,30. Donc ma Z statistique vaut 0,30. Ma statistique de test studentisée, elle vaut 0,288. Donc on voit qu'on n'est pas très loin. C'est juste que dans les cas qui nous intéresseront, en fait, on ne connaîtra pas la variance. Okay. On ne sera pas sur des proportions, on sera vraiment sur des moyennes. Okay. Donc ça peut se faire. En fait, il y a une fonction qui le fait sous R. C'est la fonction t-test, okay, qui est la fonction qui permet de tester si jamais une moyenne vaut quelque chose. Donc en l'occurrence, j'ai mon échantillon Y. Je lui demande, est-ce que la moyenne est égale à 1,5 ? Okay. Donc on voit que la statistique qu'il calcule, c'est très exactement celle que j'avais fait avec mes petites mains. Et il vous renvoie la p-value qui était à 77%. Donc j'ai bien ma statistique de test qui est ici. Et il vous renvoie l'air qui est en jaune, qui vaut ici 77%. Encore une fois, l'air total vaut 1, c'est une densité de loi normale. Okay. Il vous renvoie en plus un intervalle de confiance. Okay. Et il vous renvoie la valeur moyenne. Donc sous R, quand vous faites un test, ce sera pareil pour tous les tests, le point important, donc il vous renvoie aux statistiques, il ne vous renvoie pas les régions d'acceptation, régions de rejet, il vous renvoie toujours la p-value. Donc ça va être la p-value qui va nous servir de critère pour savoir si on accepte ou pas notre hypothèse H0. Ici, je suis très largement au-dessus de 1%, 5%, 10%, tout ce que vous voulez. Donc je peux accepter mon hypothèse H0, que ma pièce n'est pas truquée. Okay. Juste pour conclure, je vais vous faire un petit exemple et puis peut-être une discussion aussi sur l'histoire de taille d'échantillon. Je vous montre un petit exemple assez classique dans ces temps de pandémie, c'est la vaccination contre la polio en 1954. Dans la population contre la polio en 1954, il y avait deux tests qui avaient été faits. Donc, il y a une population de tests sur laquelle on a testé un vaccin et une autre qui était la population de contrôle à qui on a donné un placebo. Okay. Et on se demande, est-ce que le vaccin, il a marché? Okay.
Donc, est-ce que le vaccin a marché? Alors, vous pouvez voir que la taille des échantillons, ils sont à peu près identiques. Donc, il y a 200 000 personnes qui ont eu le vaccin, 200 000 personnes qui ont eu du sucre. Okay. On se demande, est-ce qu'il est efficace? Donc, on a 57 qui est plus petit que 142. Ah non, il faut se poser la question statistiquement, est-ce qu'il y a un effet? Okay. Est-ce que les deux grandeurs, je peux les considérer comme étant égales? Ce que j'espère, c'est rejeter mon hypothèse H0 ici. Okay. J'ai envie de dire que j'espère que non, la probabilité de tomber malade dans le groupe de traitement n'est pas égale à la probabilité d'être malade dans le groupe de contrôle. Okay. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement regarder et se dire dans un groupe, le nombre de personnes qui sont malades, c'est une loi binomiale. Okay. C'est une loi binomiale BNP. Alors, PT ou PC, suivant que je suis dans le groupe de traitement ou dans le groupe de test. Okay. Je vais approximer ma loi binomiale par une loi gaussienne. Okay. Donc, je pourrais même faire un test de poisson, mais encore une fois, le modèle de gaussien est finalement celui qui marche le mieux. Okay. Donc, je vais récupérer le nombre de malades, de personnes qui ont eu la polio dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle. Okay. Si jamais j'ai deux variables qui sont supposées être gaussiennes et qui sont indépendantes, on sait que la différence va être une variable gaussienne. Donc, elle va être une variable gaussienne et je peux même contrôler sa variance, okay, tout simplement parce que je sais que la variance, c'est à peu près NP. Okay. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est tout simplement un test basé sur cette hypothèse-là. Comment je fais mon test? Je prends la différence. Je compare par rapport à mon hypothèse H0. Mon hypothèse H0, c'est que les deux sont égaux, avec la différence entre la moyenne dans le groupe C et la moyenne dans le groupe T doit être égale à 0. Donc, en fait, si je détaille un tout petit peu, je vais prendre la valeur que j'observe, moins la valeur théorique, c'est-à-dire PC moins PT, mais sous l'hypothèse H0, je suppose que ça vaut 0, et je divise par la variance. Et la variance, elle est indiquée ici. Encore une fois, j'utilise une approximation une loi normale. Okay. Et bien ça, on peut montrer donc, que ça s'écrit sous cette forme-là. Okay. Donc c'est ma statistique de Z, de test Z. Okay. C'est sous une hypothèse de normalité. Et ça vaut à peu près 6 points. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible que cette statistique suive une loi N01? C'est assez rare de tomber sur 6.1 avec une loi normale, voire très 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 rare. Et donc on peut dire qu'avec un fort niveau de confiance, il y a quand même de fortes chances pour que l'hypothèse H0 soit fausse. Donc en fait, les deux groupes n'ont pas les mêmes probabilités, donc le vaccin est efficace. Okay. Donc c'est comme ça qu'on fait proprement de la validation de vaccin. On crée deux groupes, groupes de test et groupes de contrôle, et on se demande est-ce que les deux moyennes sont identiques, et on travaille, on utilise cette propriété-là. Okay, je pourrais calculer la p-value. Maintenant, pour revenir à mon exemple de test dans cette pièce, on peut se demander est-ce que j'avais observé à peu près 55% de face. J'avais dit que mon dé n'était pas biaisé, mais on voit que ça dépend de la taille de l'échantillon. On sait que tomber sur 55% de face avec n lancé, si n est petit, ok, c'est raisonnable. Par contre, si n est grand, c'est peut-être pas raisonnable. Donc ici, je vous ai généré plein d'échantillons de taille n. Okay, donc n qui va aller jusqu'à 1000. Okay. Ici, j'ai mon 0,55 et ici, en fait, je construis mes régions de rejet. D'accord. Donc ici, j'ai généré plein de trajectoires et donc je récupère ici mes régions de rejet. Et ce qu'on voit, c'est que quand on arrive à peu près par ici, okay, disons à peu près vers un petit peu avant 400 observations, okay, à partir de 400 tirages, quand vous commencez à faire 400 tirages et que vous avez 55% de pile ou de face, ça devient compliqué d'accepter l'hypothèse H0. Okay. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'avec moins de 400 lancés, tomber sur 55%, vous ne pourrez pas trancher, vous allez plutôt accepter l'hypothèse que votre nombre de pièces, que c'est possible effectivement que votre nombre de pièces, que vos lancers soient tirés sur une pièce qui n'est pas truquée. D'accord. Au-delà, il y a quand même de fortes chances pour que ce ne soit pas le cas. Donc c'est ce qu'on observe sur ce graphique-là. Okay. Je vous laisserai creuser si vous avez un peu plus envie. D'accord. On peut le voir là aussi sur les notions de p-value. Donc là, je vous ai tracé l'évolution de la p-value théorique qu'on devrait avoir. Okay. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, en générant des milliers d'échantillons, ce qu'on voit, c'est que quand je suis un petit peu en dessous de 400, en moyenne, je vais avoir une p-value qui est plutôt de l'ordre, je ne sais pas ici, de 10%. Avec 200, je suis plutôt de l'ordre de 10%. Okay. Donc si jamais je me fixe un seuil à 5%, dans ces cas-là, je vais plutôt quand même avoir tendance à dire que la pièce n'est pas truquée. Okay. Donc avoir 55% de pile avec 200 lancés, je vais plutôt accepter que la pièce n'est pas truquée. Okay. Donc ça a aussi des impacts en termes de vote. Hein. Ça veut dire que quand vous faites un sondage, que vous interrogez 200 personnes et que vous avez 55% de personnes qui vous disent qu'ils votent pour A, ce n'est pas acquis que A va gagner. D'accord. On est vraiment dans une région où on pourra accepter qu'ils sont à égalité. D'accord. Alors,
je pars du 5% et encore une fois, je vais rester sur ce 5%. Le 5%, il vient du plus grand statisticien du XXe siècle, qui est Ronald Fisher, hein, qui est celui qui a introduit le maximum de vraisemblance, qui est celui qui a introduit la p-value. Okay, quand il a introduit la p-value, il avait dit que il avait essayé de travailler sur définir un seuil. Et ce qu'il avait noté, c'était être entre 90 et 10%, c'est que on peut avoir confiance. Okay, il avait parlé de 2%, en disant en dessous de 2%, quand même, ça vaudrait le coup de l'accepter. Okay, ça veut dire qu'il y a une chance sur 50 de l'atteindre, une chance sur 50, c'est quand même la faute à pas de chance, quoi, si jamais on était tombé là-dessus. Et il dit qu'on pourrait avoir une ligne conventionnelle, donc c'est exactement ce qu'il y a dans son texte. Hein. On a une ligne conventionnelle à 5%. Alors, je le mets dans le titre, hein, je parle du dogme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans certaines disciplines, il y a vraiment un dogme de la valeur à 5%, c'est-à-dire que si jamais je suis à 4,97, je vais rejeter mon hypothèse d'Algéro, à 5,05, je vais l'accepter. C'est un peu ce qui est illustré dans ce petit graphique de XKCD, hein, qui est de dire, tant qu'on est en dessous de 4%, on a super confiance. Quand on est au-dessus, disons, de 10%, il n'y a pas de souci, c'est exactement ce que disait Fischer. Par contre, on a toute cette incertitude qui est, quand je suis entre 4% et 10%, je ne sais jamais quoi faire. Et quand on tombe exactement sur 5%, dans ces cas-là, on est vraiment bloqué. Donc, il y a vraiment la p-value est vraiment un outil utile, pratique, mais qui va poser un certain nombre de problèmes, en particulier quand on est sur des valeurs proches de 5% où on ne sait pas trop quoi faire. Moi, j'aurais envie de vous dire, je proposais des meilleures réponses dans le cours ACT 6100, mais dans ce cours-là, on va rester sur cette idée que 5% est une valeur raisonnable. Si jamais je suis aux alentours en gros, c'est ça, plus petit que 2%, il n'y a pas de souci, on va rejeter notre hypothèse H0. Okay, au-delà de 10%, il n'y a pas de souci, on va l'accepter. Entre les deux, c'est là où vous avez un choix à faire en tant que modélisateur, c'est que vous pouvez décider. Alors, les tests, on s'en servira pour rejeter des variables. Soit vous acceptez, soit vous rejetez votre hypothèse que la variable a du sens. Okay, je ne vais pas vous donner de version dogmatique de cette histoire de sélection de variables. On en reparlera quand on fera la sélection de variables, mais encore une fois, le 5% est un seuil qu'on aime bien, mais qui n'a rien d'arbitraire. Ok, j'arrête ici pour les tests. Encore une fois, si jamais il y a beaucoup de choses qui vous paraissaient obscures, replongez-vous dans le cours de Stat 1. On aura besoin de tout ça quand on fera des modèles linéaires, parce qu'on fera assez rapidement en fait, des tests dans les modèles linéaires. À très